Le cerf vaniteux. Il était une fois un cerf qui se montrait fort vaniteux. Il portait évidemment de magnifiques bois lesquels, d'année en année, devenaient plus imposants. Chaque jour, l'animal se rendait au bord d'une source afin de se désaltérer. Puis, lorsqu'il y avait étanché sa soif, il restait là un moment encore pour le simple plaisir d'admirer son image qui se reflétait dans l'eau claire. « Que voilà donc de jolis bois !» se répétait-il inlassablement. « Vraiment, je n'en ai jamais vu d'aussi superbes. Leur taille est vraiment extraordinaire. Et ces multiples ramifications sont si esthétiques. » En fait, le cerf trouvait que les autres animaux de la forêt ne l'admiraient pas suffisamment. Certains, tels les lapins, les coléoptères ou les papillons, ne se retournaient même pas sur son passage. Peut-être est-ce à cause de mes pattes trop fines, se disait-il. J'ai l'impression qu'elles sont un peu longues. Et il examinait celles-ci avec attention, soulevant l'une, agitant l'autre, puis les pliant et les dépliant. Mais chaque fois, il secouait la tête d'un air préoccupé. « Je suis un vrai échalas, gémissait-il. Pourtant, il me suffirait d'avoir les pattes plus courtes et un peu plus grosses pour être la merveille de cette forêt. » Bientôt, l'automne arriva, et avec lui, la saison de la chasse. Des cavaliers, vêtus de vestes rouges et coiffés de bombes noires, pourchassaient les animaux cruellement. Et des meutes de chiens furieux les harcelaient sans répit. Les lapins se blottissaient dans leurs terriers, tandis que les pauvres faisans se dissimulaient dans les épais fourrés. Les cerfs eux-mêmes se tenaient éloignés des chasseurs autant qu'ils le pouvaient, car dès que les chiens les débusquaient, ils avaient intérêt à prendre leurs pattes à leur cou. Un jour, le duc Jean partit à la chasse avec son ami le comte Charles. Le duc Jean affectait un langage tellement châtié qu'on avait parfois bien de la peine à le comprendre. Et le comte Charles, toujours enrhumé, parlait au contraire du nez. Le contraste était cocasse. « J'ai entreaperçu il y a peu un dicor des plus sensationnels, » annonça précieusement le duc Jean à son ami. « Est-ce vrai ?» demanda le comte Charles, fort intéressé et le nez bouché. « C'est positivement exact, mon cher, » poursuivit le duc Jean. « Ah, que n'avez-vous pu voir ces mirifiques andouillés? Ils seraient du plus bel effet au-dessus de l'âtre de mon château. »« Je l'imagine aisément, » s'exclama le comte Charles tout en reniflant. Dès que les deux amis furent montés en selle, la meute, sortie des cages, se mit à tourner en rond autour des chevaux. La chasse pouvait commencer. « Le voilà !» hurla soudain le duc Jean, tandis que son compagnon se contentait de crier « Formidable !» En fait, c'était le cerf vaniteux qu'ils avaient débusqué. L'animal détala à toute vitesse. Mais soudain, ces énormes bois demeurèrent accrochés dans les branches basses d'un arbre. Le cerf, jadis si fier de cette inutile parure, tira encore, puis se débattit désespérément, tandis que la meute et les chasseurs approchaient. Finalement, au prix d'un ultime effort, il s'arracha à l'obstacle, échappant ainsi à une mort certaine. Une fois bien à l'abri et remis de ses émotions, le cerf se prit à réfléchir. À quoi bon ces grands bois dont le ciel lui faisait cadeau tous les ans? De pareils ornements, il venait d'en faire l'expérience, étaient plus nuisibles qu'utiles. Ses maigres pattes, en revanche, lui avaient sauvé la vie. L'animal avait compris la leçon. Et désormais, au lieu de tirer sottement vanité de sa ramure encombrante, il remercierait le ciel de l'avoir pourvu de 4 hautes pattes agiles. Feng et le miroir magique. Il n'existait pas en ce monde de jeune homme plus sympathique que Feng. Il se montrait toujours prêt à rendre service et dès qu'un ami se trouvait en difficulté, il faisait tout son possible pour l'aider de son mieux. À vrai dire, le garçon était trop bon et beaucoup abusaient de sa gentillesse. Certains lui empruntaient de l'argent sans jamais le lui rembourser. Et Feng était trop bienveillant pour parvenir à le récupérer. Souvent, il se trouvait ainsi confronté à de grosses difficultés financières car il n'était pas bien riche.
En réalité, Feng n'avait qu'un seul véritable ami qui ne profitait pas de lui. Il s'agissait d'un pauvre pêcheur qui se voyait parfois obligé de lui demander quelques sous. Néanmoins, lorsqu'il était incapable de payer sa dette, il lui donnait en échange une tortue. Feng en faisait un délicieux potage et ainsi, il ne risquait jamais de mourir de faim. Un jour, le pauvre pêcheur lui offrit une tortue énorme, à la tête marquée d'une étrange tache blanche. Le jeune homme, après avoir examiné l'animal, se dit qu'il était bien trop extraordinaire pour finir ses jours dans la soupière. Il le rapporta alors au bord du fleuve et lui rendit sa liberté. À quelque temps de là, alors que Feng avait déjà oublié cette fameuse tortue à la tache blanche, il décida d'aller se promener le long de l'eau. Comme il suivait un étroit sentier, il vit venir vers lui un gros homme d'apparence très riche. Cet inconnu était suivi de plusieurs serviteurs. Le sentier n'étant vraiment pas assez large, il était impossible de s'y croiser et il fallait que l'un des deux promeneurs cède le passage à l'autre. Feng, tout naturellement, allait s'écarter lorsqu'il entendit « Laissez-moi passer, jeune homme, vous êtes dans mon chemin !» Blessé, il en oublia pour une fois sa générosité naturelle. « Monsieur, je ne vous connais pas, » répondit-il d'un ton courroucé. « Je ne comprends donc pas pourquoi vous employez ce ton avec moi. J'ai autant le droit que vous de me trouver sur ce sentier, et je n'ai nullement l'intention de me laisser marcher sur les pieds. » À ces mots, le bonhomme devint écarlate. « Saisissez-vous de lui !» lança-t-il à ses serviteurs. « Nous allons donner une leçon à ce grossier personnage !» Les ailés domestiques s'emparèrent de Feng sans difficulté. Mais comme il s'apprêtait à le rosser, le jeune homme, sans manifester aucune crainte, regarda le Richard droit dans les yeux et s'écria « Vous allez le regretter! Je ne vous oublierai pas de sitôt !» L'homme, à ces mots, marqua un instant d'hésitation. Il comprenait, trop tard, avoir été un peu loin. Et pour se donner une certaine contenance, il demanda d'un ton bourru « Comment vous appelez-vous ?»« Feng », répondit sans hésiter le jeune homme. Il se produisit alors quelque chose d'étrange. Un sourire amical se dessina soudain sur le visage rébarbatif du gros homme. Puis celui-ci se précipita vers Feng, les bras tendus. « Mais alors, je vous dois la vie. Je vous prie de bien vouloir excuser mon comportement. Ayez la bonté d'oublier ce malencontreux incident et d'accepter mon invitation. Ce me sera un honneur de vous recevoir dans mon très humble logis. » Feng n'y comprenait plus rien. Il n'avait guère envie de suivre ce bizarre personnage, mais l'homme l'avait déjà saisi par la manche, le contraignant à accepter. Après avoir marché un moment, ils arrivèrent en vue d'un village que Feng ne connaissait pas. Il n'avait même jamais soupçonné son existence. L'homme le conduisit vers une riche demeure et l'invita à y entrer. Une fois arrivé dans une vaste salle, il proposa aimablement « Asseyez-vous, je vais faire servir un repas. » Puis, constatant que le jeune homme n'avait toujours pas l'air très à son aise, l'étranger ajouta « N'ayez aucune crainte. Ma première réaction est impardonnable et j'en reste sincèrement désolé. Mais j'étais un peu énervé, voyez-vous. Je revenais d'une de ces fêtes où l'on ne rencontre que des gens fort ennuyeux. Laissez-moi me présenter. Je suis le 8e prince de la dynastie du fleuve Tiao. » Feng, à ces mots, fut fort impressionné, car il savait que la dynastie du fleuve Tiao se composait d'Ondins. Mais son hôte avait désormais l'air si chaleureux que le jeune homme décida d'attendre calmement la conclusion de ces surprenants événements. À l'invitation du prince, tous deux s'installèrent à une longue table et des serviteurs leur apportèrent des dizaines de mets succulents. Le repas se déroula très vite et les plats étaient presque vides lorsque le garçon entendit sonner une cloche. « Écoutez, » lui dit alors le prince, « le moment est venu pour moi de vous quitter. Mais avant de vous dire adieu, j'aimerais vous faire un cadeau. Lorsque vous n'en aurez plus besoin, je me permettrai de venir le rechercher. » Pendant qu'il parlait, les deux hommes s'étaient levés et se dirigeaient vers la porte. Avec un drôle de sourire, le prince saisit alors brusquement le bras de Feng
qu'il pinça sans délicatesse. « Aïe !» s'écria Feng surpris. Mais le prince se contenta de lui faire un bref salut avant de disparaître. Et à l'endroit où il se trouvait, Feng voyait maintenant une grosse tortue à la tête marquée d'une étrange tache blanche. Lentement, l'animal prit la direction du fleuve où il plongea. Feng se frotta les yeux, puis l'endroit douloureux où l'ondin l'avait pincé. S'il n'avait point ressenti cette petite douleur, il aurait bien cru qu'il avait rêvé, car non seulement le prince avait disparu, mais sa maison et tout le village au bord de l'eau s'étaient mystérieusement évanouis en un instant. Feng, tentant d'apaiser la brûlure de son bras, roula sa manche. À son grand étonnement, il découvrit alors sur sa peau une ecchymose en forme de tortue. Qu'est-ce que cela signifiait? Empli d'étonnement, il prit néanmoins le chemin du retour. Mais tout à coup, il s'arrêta net. Le sol était devenu transparent, et sous ce dernier, il vit une énorme perle irisée. Le jeune homme, éberlué, la contempla d'abord sans pouvoir effectuer le moindre mouvement. Puis, se décidant, il se mit à creuser et recueillit le magnifique joyau, se disant qu'il s'agissait sans doute là du présent de l'ondin. Mais à ce moment, il découvrit autour de celui-ci d'autres perles du même genre. Feng était riche. Il voyait désormais à travers la terre, et c'était là en fait le don inestimable dont le prince du fleuve Tiao l'avait fait généreusement bénéficier en guise de remerciement. De retour chez lui, le jeune homme voulut se préparer une tasse de thé. Mais dès qu'il entra dans la cuisine, il remarqua à travers le plancher un tas de pièces d'or. Dire qu'il avait vécu tant d'années sur ce trésor sans le savoir. Retirant une des planches, Feng se mit à ramasser les pièces à pleine main. Après les avoir comptées, il poussa un profond soupir. « Me voilà riche. Je n'ai plus de soucis à me faire pour l'avenir maintenant. Quel merveilleux cadeau !» Cette nuit-là, il fallut longtemps au jeune homme pour s'endormir. Cette journée avait été tellement fertile en surprises, qu'allait-il en résulter? Depuis ce moment, la vie de Feng changea. Mais il ne parla point de son beau secret. Chaque jour, il découvrait d'autres trésors qu'il entassait dans sa petite maison. Quand ses amis lui demandaient de l'argent, il ne refusait jamais. Et comme d'habitude, il ne le récupérait que rarement. Mais il n'en avait cure à présent. Un jour, Feng fit une très étrange découverte. Il trouva un miroir magique dont le cadre d'argent s'ornait de volutes d'or. Sa surface possédait un éclat tout particulier et surtout, le jeune homme s'en aperçut bientôt, un pouvoir très spécial. En effet, lorsqu'une jolie fillette s'y mirait, son image y restait gravée jusqu'à ce qu'une autre jeune fille, plus belle que la première, vienne s'y regarder. En toute logique, l'image de la plus merveilleuse créature du monde ne devait donc jamais s'en effacer. Feng fit alors défiler devant le miroir magique toutes ses amies du village. Il agit discrètement pour ne pas ébruiter le secret. La fille du boulanger, qui était charmante mais pas vraiment belle, y eut quelques jours son portrait gravé. Mais celui-ci fut remplacé par celui de la fille du charpentier. À son tour, cette dernière dut laisser la place à plus jolie qu'elle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la plus belle de toutes se fût mirée dans le miroir. Il s'agissait de la fille du pauvre pêcheur, celui qui avait offert à Feng la tortue, à l'origine de toute cette histoire. Mais le jeune homme, devenu très ambitieux, ne se contenta pas de cette exquise image, car il voulait trouver la plus splendide fille du pays. Dès que je l'aurai découverte, se disait-il, je l'épouserai. Au fond, je suis riche désormais, et je puis m'unir à qui bon me semble. Or, à cette époque, Fleur de Lotus, la troisième fille du prince Su, était réputée partout pour son extraordinaire beauté. Feng, qui ne l'avait jamais rencontrée, se demanda durant des semaines comment il pourrait l'amener à se regarder dans son miroir. La princesse ne sortait jamais des jardins du palais, lesquels étaient entourés de très hauts murs. De plus, des gardes y fourmillaient. Feng était sur le point d'abandonner, désespérant de jamais pouvoir attraper l'image de la belle princesse, lorsque, une fois de plus, la chance lui sourit.
il entendit dire que Fleur de Lotus avait l'intention de se rendre aux sources du fleuve Tiao, bien connues pour leurs vertus bienfaisantes. Le prince Su, cependant, avait formellement ordonné à tous les villageois de s'enfermer chez eux, car la princesse ne souhaitait à aucun prix être dérangée. Cet ordre, évidemment, gênait Feng dans ses projets, mais il décida de ne pas s'y arrêter et aujourd'hui, il alla se cacher derrière un rocher. Après de longues heures d'attente, il aperçut enfin le cortège princier. Entouré de domestiques, la somptueuse chaise à porteur de fleurs de lotus approchait lentement. Lorsqu'elle parvint à hauteur de Feng, le jeune homme, de sa cachette, entrevit une petite main qui écartait les rideaux de soie, puis, d'un bond léger, la princesse sauta sur le sol et fit quelques pas timides. Feng retint son souffle. Il avait devant lui la créature la plus merveilleuse qu'il eût jamais vue. Il fut même tellement impressionné qu'il en oublia presque l'objet de son entreprise. Heureusement, au dernier moment, il parvint à diriger le miroir de façon à ce que le visage de la princesse puisse y réfléchir. Comme le jeune homme s'y attendait, le miroir retint définitivement le reflet de cette incomparable beauté. Et plus il la contemplait, plus il avait la certitude que Fleur de Lotus ne possédait aucune rivale dans le pays, ni peut-être même dans le monde entier. Et il décida de n'épouser jamais aucune autre jeune fille. De retour chez lui, Feng rangea le miroir dans une armoire. De temps en temps, il le sortait pour admirer sa bien-aimée. Et chaque fois, son désir d'en faire sa compagne grandissait. Mais il avait fort peu d'espoir d'être un jour introduit auprès de la belle princesse de ses rêves. Pourtant, son vœu allait finir par se voir exaucé, et ce, de la manière la plus inattendue qui soit. Sans que l'on sache comment, le secret du miroir magique fut bientôt connu de tout le village, de même que l'espoir de Feng d'épouser un jour la princesse. Et finalement, la rumeur en parvint aux oreilles du prince Su. « En voilà des sornettes !» s'exclama le prince. « Que croit donc cet impudent? Et d'ailleurs, qui est-il » ? « Un homme très simple, prince Su, » l'avertit un serviteur. « Il habite une petite maison au bord du fleuve Tiao. »« Ce n'est donc pas un parti pour ma fille, » déclara le prince indigné. « Jetez-moi immédiatement ce prétentieux en prison. » Le jour même, Feng fut mené devant le prince, pieds et poings liés. « Est-il vrai que vous possédez sur un miroir le portrait de ma fille ?» demanda Su d'un ton outré. Feng resta fort calme. « Oui, prince, » répondit-il dignement, mais sans arrogance. « Et l'aimez-vous vraiment ?» reprit Su d'un ton perfide. « Oui, seigneur, » avoua Feng. « Mais qui donc croyez-vous être ?» vociféra aussitôt le prince Su. « Je ne suis pas noble, c'est vrai, admit Feng. Mais plus que tout au monde, je désire épouser votre fille. Je serai pour elle un bon époux. »« Cette fois, c'en est trop !» rugit le prince Su, outré. « Qu'on l'enferme. Il sera décapité demain à l'aube. »« Prince Su !» ajouta cependant Feng. « Je reconnais avoir été audacieux. Et je comprends que vous me punissiez. Mais sachez-le, je possède un don tout à fait particulier. Et si vous me laissez la vie sauve, je ferai de vous l'homme le plus riche du monde. »« Baliverne !» cracha le prince. « Je n'en crois pas un mot. Et vous subirez le châtiment que vous méritez. Garde, emmenez-le !» Feng fut enfermé dans un affreux cachot souterrain et attaché au mur par de lourdes chaînes. Désespéré, il attendit ainsi le matin de son exécution. Mais lorsque le prince Su, toujours hors de lui, alla rejoindre sa fille, Fleur de Lotus courut vers lui. Sous l'effet de l'émotion, ses joues s'empourpraient et ses yeux brillaient. « Père !» cria la jeune fille. « Laissez-moi épouser Feng !»« Quoi ?» s'effara le prince. « Il m'a entrevu et a déclaré qu'il m'aimait, » poursuivit Fleur de Lotus. « Pourquoi donc attendrais-je d'épouser un homme qui ne m'aurait jamais vu et ne pourrait donc m'aimer ?»« Arrête donc de dire des sottises !» hurla le prince. « Ce jeune homme ne convient pas à ton rang. D'après moi, il ne pourrait même pas te nourrir. » Mais Fleur de Lotus
était doué d'une volonté au moins aussi grande que sa merveilleuse beauté. « Père !» insista-t-elle, « je souhaite me marier avec ce jeune homme et avec aucun autre. Si vous refusez, la vie pour moi ne vaudra plus jamais la peine d'être vécue. » Le prince sut, au fond de lui, finit par prendre vraiment peur, car il connaissait l'obstination de sa fille. Cette nuit-là, il ne parvint pas à fermer l'œil, et le lendemain, il reporta l'exécution du prisonnier de 3 jours. La princesse Fleur de Lotus, quant à elle, refusait toute nourriture et passait ses journées à pleurer. Au terme des 3 jours, son père finit par céder. Feng, délirant de bonheur, remercia chaleureusement le prince et déclara qu'il devait rentrer chez lui pour aller chercher le cadeau destiné à sa fiancée. En un temps record, il loua les services de 100 domestiques qu'il habilla tous de magnifiques livrées. Et il chargea chacun d'eux d'un plat d'or débordant de pierres précieuses. Puis, le cortège se mit en route en direction du palais. Lorsqu'il vit le premier serviteur, ainsi porteur de pierreries, le prince Su demeura bouche bée. Mais quand il en eut perdu le compte, tellement il y en avait, il crut vraiment qu'il rêvait. Dès qu'il aperçut son futur beau-fils, il se précipita vers lui, les bras tendus. Les noces des jeunes amoureux furent splendides. Le prince Su, devenu, grâce à Feng, l'homme le plus riche du monde, respectait évidemment fort son gendre. Mais ses richesses n'étaient pas seules à justifier son estime. Il avait aussi appris à connaître le jeune homme et devait bien admettre que ce dernier rendait sa fille parfaitement heureuse. Quelques années plus tard, quelqu'un frappa à la porte du palais. Le prince du fleuve Tiao était de retour. « Viens, mon ami !» s'exclama Feng, tout content de revoir enfin son grand bienfaiteur. Mais Londin rétorqua qu'il disposait de fort peu de temps et se contenta de pincer le jeune homme au bras avant de disparaître. Feng, regardant la légère meurtrissure, constata que la cicatrice en forme de tortue avait disparu. Il comprit alors que le prince du fleuve Tiao était venu rechercher son inestimable présent. Lui-même n'en avait plus besoin désormais, puisqu'il possédait le cœur de sa bien-aimée et que chacun l'appréciait pour ses mérites personnels. Frérot et Sœurette. Ce jour-là, après le dîner, Frérot sortit dans le jardin comme tous les soirs. Il voulait écouter les oiseaux siffler. Mais soudain, il eut l'impression d'entendre des pleurs derrière un gros chêne touffu. Se précipitant, le garçon découvrit sa petite sœur en larmes. « Pauvre Sœurette, murmura-t-il, je comprends, tu as faim. Nous n'avons de nouveau eu qu'un croûton de pain à nous mettre sous la dent. Moi aussi, j'ai le ventre qui crie famine. La fille de notre marâtre, elle nourrit comme une princesse. Le chien lui-même est mieux servi que nous. Il peut lécher sous la table les restes des bons morceaux, tandis que pour nous, il n'y a jamais qu'un quignon rassis. Notre belle-mère est une méchante femme. Ah, si nos chers parents disparus voyaient ce qui nous arrive. Allons, viens, partons ensemble, décida-t-il brusquement. Rien ne peut être pire que ceci. Sèche tes larmes et suis-moi. Sœurette obéit, et les 2 enfants se mirent en route. Ils traversèrent d'abord des champs, puis empruntèrent un sentier rocailleux qui serpentait à travers bois. Ils marchèrent sans relâche jusqu'à la nuit tombée. Sœurette n'en pouvait plus. Pour comble de malheur, il se mit à pleuvoir. Heureusement, Frérot avait aperçu un grand arbre creux. Après s'y être blottis, ils s'endormirent aussitôt et le soleil les réveilla le lendemain matin. Les 2 enfants ravis trouvèrent plus agréable d'être éveillés par ce beau soleil que par leur marâtre. Sortant de leur abri, ils se remirent courageusement en route. Mais, après quelques heures de marche, Frérot gémit. « J'ai tellement soif. Il faut que nous buvions. Je crois que j'entends un petit ruisseau. » Cependant, entre-temps, la méchante marâtre s'était rendu compte de la brusque disparition des enfants. Or, ce que ceux-ci ignoraient, elle était aussi une sorcière. Celle-ci jeta alors un sort funeste à tous les cours d'eau des environs. Quelques instants plus tard,
Frérot et Sœurette trouvèrent en effet un joyeux ruisseau. Impatient, Frérot se pencha pour boire, et sa sœur le retint vivement, car le ruisselet lui murmurait « Non, ne bois pas de mon eau, tu te transformerais en tigre, en tigre. » La fillette répéta à son frère ce qu'elle venait d'entendre, et les deux malheureux se mirent à la recherche d'un autre point d'eau. Ils durent marcher pendant des heures, avant que leur parvienne enfin la chanson d'une rivière. Hélas, dès que son frère se fut penché vers l'onde claire, Sœurette perçut de nouveau très distinctement une voix qui disait « Ne bois pas de mon eau, tu serais métamorphosé en loup, en loup. » Affolée, elle répéta à Frérot les paroles de la rivière. Le pauvre garçon, qui n'avait rien entendu, était littéralement mort de soif, mais il suivit sagement le conseil reçu. Comme tous deux reprenaient leur route, Frérot déclara cependant « Quoique le prochain ruisseau puisse nous raconter, je te préviens que je boirai. Je n'en puis plus. » Après une longue marche, les deux enfants arrivèrent au pied d'une source qui bouillonnait allègrement. « Que nous dit-elle cette fois-ci » demanda Frérot. « Elle te prévient de ne pas boire, car tu te transformerais en cerf, » répondit sa sœur. Mais Frérot n'eut pas le courage de se dominer encore. Il se jeta par terre et but goulûment l'eau fraîche. Las, au même instant, un mignon faon tacheté de blanc apparut à la place où il se tenait. Sœurette éclata en pleurs. « Oh Frérot, comment as-tu osé? Je t'avais pourtant prévenu. » Le faon se coucha tristement aux pieds de la fillette. De grosses larmes coulaient sur ses joues et Sœurette les sécha. Puis, elle dénoua le ruban qui retenait ses cheveux et le noua autour du cou du gracieux animal. « De la sorte, tu ne risqueras pas de m'échapper, Frérot, » murmura-t-elle. Et elle se remit courageusement en route. Tout à coup, la gentille fillette et son compagnon avisèrent dans le lointain une maisonnette abandonnée. Sœurette décida de s'y installer avec le petit animal. Après avoir ramassé un peu d'herbe et de paille pour en faire 2 lits, elle s'organisa du mieux qu'elle put. Chaque jour, elle allait cueillir des feuilles tendres pour le faon et aussi des fruits sauvages pour elle-même. Finalement, ils vivaient très heureux, cachés dans cette vaste forêt. Un jour, ils entendirent de loin le son lugubre du cor. Le roi avait organisé une partie de chasse qui devait durer 3 jours. La fillette et le faon percevaient déjà le galop des chevaux et les féroces aboiements de la nuit. En dépit du danger, le petit animal était impatient de sortir. « Sœurette chérie, déclara-t-il, je n'en puis plus de rester enfermé ici. Il faut que j'aille gambader dehors. » Sœurette, désolée, comprit qu'elle ne pourrait pas retenir son jeune frère plus longtemps. Le cœur lourd d'angoisse, elle lui ouvrit la porte à regret. « Frérot, promets-moi d'être revenu avant la nuit, supplia-t-elle, car ces chasseurs n'annoncent rien de bon. Une fois là, frappe 3 coups à la porte pour te faire reconnaître. » Le petit faon acquiesça de la tête et se précipita gaiement dans les bois. À la nuit tombée, Sœurette entendit frapper les 3 coups convenus. Elle retrouva avec bonheur son frère indemne. Mais le lendemain, bien que la chasse eût repris, le petit faon se remit à piétiner d'impatience. Or, il était plus dangereux encore de s'aventurer dans la forêt ce jour-là, car les cruels chasseurs s'étaient rapprochés. Et Sœurette ne parvint pas à raisonner son cadet et celui-ci disparut de nouveau. Pendant la journée, tout alla bien. Le petit animal profitait joyeusement de sa liberté. Hélas, sur le chemin du retour, il fut repéré par un chasseur. Ce dernier visa, tira et toucha le faon à la patte. Le malheureux poussa un cri et en boitant se dirigea vers sa maisonnette. Mais le chasseur le poursuivit et tous deux arrivèrent ensemble devant le petit logis. L'homme, dissimulé derrière un buisson, entendit le faon frapper 3 légers coups à la porte qui s'ouvrit immédiatement. Sœurette, en découvrant son frérot blessé, éprouva la frayeur de sa vie. Mais elle le soigna avec des herbes, comme elle avait appris à le faire. Puis, ils allèrent se coucher. Or, les plantes choisies par la fillette exercèrent un effet miraculeux, et le lendemain, le petit faon gambadait à loisir, sans souci de sa papeterie. C'était le 3e et dernier jour de la chasse. En dépit de sa triste aventure, l'animal se montrait plus impatient que jamais d'aller folâtrer dans les bois et il supplia sa sœur de lui rendre sa liberté. Finalement,
la fillette céda encore une fois et le faon partit en sautillant à travers les forêts. Mais à peine était-il dehors que les chasseurs se précipitèrent à sa poursuite. Le roi leur avait ordonné de prendre cet animal vivant. En effet, le chasseur qui avait espionné l'imprudent la veille avait tout raconté au souverain, dont cette étrange histoire avait éveillé la curiosité. Ce faon devait être doué de pouvoirs magiques, puisque le chasseur l'avait entendu parler. Les chasseurs capturèrent Frérot sans difficulté et l'amenèrent au palais. Ensuite, une fois la partie de chasse terminée, le roi demanda au chasseur de le conduire à la maison mystérieuse. Arrivé devant la porte, il y frappa 3 coups. Serette, ne se doutant de rien, alla ouvrir aussitôt et le souverain entra. Il fut immédiatement frappé par la grande beauté de la jeune fille. Qui êtes-vous » bredouilla celle-ci. Devant le sourire amical du visiteur, elle comprit cependant bien vite qu'elle n'avait rien à redouter. Le roi, d'ailleurs, séduit par l'inconnu, lui demanda gentiment « Jolie jeune fille, accepteriez-vous de me suivre et de devenir ma femme ?»« Oh, majesté !» s'exclama la brave Serette. « Je suis très honorée, mais j'attends mon petit faon. » « Ne vous en faites pas, » la rassura le roi, « l'animal est déjà au château, sain et sauf. Grimpez sur mon cheval, nous allons vite le retrouver. » Serette, conquise à son tour, accepta sans hésiter. Les noces des 2 jeunes gens furent célébrées dès le lendemain. Serette devint donc reine, et le petit faon fut installé dans une écurie royale entourée d'un vaste pré agrémenté de jeunes arbres. Chaque jour, la nouvelle souveraine se rendait dans la prairie et bavardait un moment avec lui. Cependant, la méchante sorcière finit évidemment par apprendre l'échec de son plan. Elle entra dans une colère terrible, mais sa fille, la demi-sœur de Serette, se montrait plus dépitée encore. « Pourquoi cette misérable est-elle la reine et moi pas ?» maugréait-elle. La sorcière réfléchit longuement et un beau matin, elle se rendit au château accompagnée de sa fille. Or, ce jour-là précisément, la cour était en effervescence. Alors que le roi, à son habitude, était parti à la chasse, la reine venait de mettre au monde son premier enfant. La jeune maman était couchée, tandis que le petit prince reposait dans son joli berceau orné de dentelles près du lit de sa mère. Dans un coin de la pièce, la nourrice faisait la sieste. La sorcière, se faisant passer pour une domestique, réussit à entrer dans la chambre. Ouvrant les courtines de satin qui entouraient la couche royale, elle murmura « Majesté, un bain vous attend. » La jeune reine, sans méfiance, suivit la servante. En réalité, la sorcière avait allumé dans la baignoire un feu d'enfer. Elle y jeta la pauvre reine, puis ferma la porte de la pièce à clé. Elle alla ensuite chercher sa propre fille, qu'elle installa sans hésitation sur le lit royal. Elle lui conseilla de se mettre sur le côté pour que le roi ne se rende pas compte de la supercherie. Puis, elle referma bien soigneusement les tentures. Quand le jeune père revint de la chasse, fou de bonheur d'apprendre la naissance de l'enfant, il voulut immédiatement aller embrasser son épouse. Mais, lorsqu'il fit mine d'ouvrir les rideaux du lit, la fausse chambrière s'interposa. « Votre femme est encore si faible. Elle a grand besoin de repos. Laissez-la dormir quelques jours. » Au milieu de la nuit, alors que tout le château était endormi, la nourrice aperçut une femme qui s'introduisait sans bruit dans la chambre de la reine. Sans un mot, l'apparition prit l'enfant dans ses bras et le berça en murmurant « Comment vas-tu, mon cher enfant? Et comment va mon petit faon? 3 fois encore je reviendrai, puis, hélas, je disparaîtrai. » Après quoi elle s'en alla, après avoir recouché le nouveau-né délicatement. La nourrice, persuadée d'avoir rêvé, garda cependant le silence. Le lendemain soir, le même manège se répéta. La femme, tout en berçant le bébé, murmura « Comment vas-tu, mon cher enfant? Et comment va mon petit faon? 2 fois encore je reviendrai, puis, hélas, je disparaîtrai. » La nourrice, très intriguée, demanda aux gardes s'ils n'avaient pas laissé entrer quelqu'un. Mais ces derniers répondirent par la négative. La vieille décida alors de tout raconter au roi, lequel résolut cette nuit-là d'aller prendre lui-même la place de la nourrice. Vers minuit, la femme mystérieuse réapparut. Elle berça l'enfant comme précédemment.
Puis elle murmura: « Comment vas-tu, mon cher enfant? Comment va mon petit faon? Un soir encore, je reviendrai, puis, hélas, je disparaîtrai. » Le roi n'osait pas bouger. Il avait peur d'effrayer l'apparition, mais il l'observa en silence. La nuit suivante, il veilla de nouveau le bébé et attendit l'inconnu qui cette fois murmura: « Comment vas-tu, mon cher enfant? Et comment va mon petit faon? Ce soir est mon dernier délai. Jamais plus je ne reviendrai. » Le roi alors se précipita en criant: « Tu ne peux être que ma très chère femme !» Il la serra si fort dans ses bras qu'il parvint à réchauffer son corps et à faire rebattre son cœur. L'intrigante, confondue, fut jugée en même temps que sa mère, et toutes deux se virent condamnées à mort. La fille fut abandonnée dans les bois, tandis que la marâtre était brûlée vive. Lorsqu'il ne resta sur le bûcher qu'un petit tas de cendres froides, les sorts qu'elle avait jetés perdirent tout effet. Frérot reprit alors sa forme humaine et tous vécurent très heureux. L'huître et les plaideurs. Un jour, une énorme huître fut rejetée sur la plage. La coquille en avait été tellement caressée par les vagues qu'elle brillait fort joliment au soleil. Or, deux personnages marchaient en direction du rivage. Tous deux venaient de Florence, une des plus belles villes d'Italie. Le premier était un misérable paysan, vêtu d'haillons. Mais le second, un marchand, ne portait qu'un déguisement de pauvre destiné à dissimuler sa richesse. Sur son épaule, il transportait un lot de tapisseries superbement brodées à la main. Il voulait aller les vendre à Hambourg, en Allemagne, dans l'espoir de devenir plus riche encore. Le marchand avait rencontré le paysan dans une auberge. Après lui avoir offert un pichet de vin, il lui avait proposé de lui servir de garde du corps pour le restant de son voyage. La route de Florence à Hambourg, en effet, était infestée de bandits. Et le gros marchand, fort observateur, n'avait pas manqué de noter la solide paire de poings dont était doté le paysan. Avec un pareil compagnon, il ne devrait plus craindre les brigands. Les deux hommes étaient en chemin depuis plusieurs semaines déjà. Un jour qu'ils traversaient une sombre forêt, le marchand vit luire sur le sentier un objet brillant. Il s'agissait d'un anneau d'or. Mais le paysan, plus rapide, s'en saisit aussitôt et commença à l'examiner très attentivement. « Hé, cette bague est à moi !» protesta le marchand inquiet. « C'est moi qui l'ai vu le premier. »« C'est moi qui l'ai ramassé !» fit remarquer le paysan. « C'est vrai, » admit le marchand d'un ton conciliant. « Ne nous chamaillons pas. Posons cet anneau sur le sol et reculons de 100 mètres. À mon signal, nous nous élancerons. Le premier qui atteindra la bague pourra la garder. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais juste au moment où le marchand commandait le départ, un hérisson emporta l'anneau. Maudissant ce coup du sort, les deux hommes poursuivirent leur chemin et ils arrivèrent sur une route bordée de riches demeures. Soudain, le paysan vit voler un objet brillant et le désigna du doigt. Cette fois, il s'agissait d'une balle en or que le marchand intercepta promptement. Cependant, avant même que les deux hommes aient pu se la disputer, une jeune femme apparut, tirant par la main un petit garçon. « Comme je suis heureuse que vous ayez pu attraper la balle de mon fils, dit-elle. Pour vous remercier, puis-je vous inviter à dîner ?» Les deux hommes, ravis, acceptèrent volontiers. Après le repas, ils prirent congé de leur hôtesse. Un peu plus tard, les deux hommes arrivèrent sur la plage où l'huître s'était échouée. Le paysan, immédiatement, remarqua sur le sable cet objet brillant. Prestement, il le ramassa. Et il voulait fourrer l'huître dans sa poche quand le marchand le retint. « Ah non! M'est avis que vous alliez subtiliser cette huître. Mais il n'en est pas question, car je l'avais vue avant vous. » Le paysan, cette fois, fut tellement fâché qu'il gratifia son compagnon d'un vigoureux soufflet. C'en était trop pour le marchand qui, déposant ses tapisseries, se mit à rouer le paysan de coups.
Une lutte sans pitié s'ensuivit. Mais soudain, les deux combattants sentirent une main ferme se poser sur leur épaule. Un vieil homme, à l'air sérieux, les séparait, déclarant qu'il était juge. Le marchand et le paysan, convaincus qu'un juge devait être un sage, plaidèrent leur cause tour à tour. « Il s'agit là d'une affaire courante, » déclara le juge très solennellement. Puis, ouvrant l'huître, il la goba et remit à chacun des plaidants une des deux valves de la coquille. « Le tribunal vous accorde à chacun la moitié de l'objet du litige, » conclut-il d'un air sentencieux.